Bonsoir à toutes et à tous. Chronique 68. Alors, de cette chronique, je vais un peu faire grincer les dents, aller à contre-courant. Et puis, n'ayons pas peur des mots, mettre en avant ce que je pense, ce qui me semble juste. Alors, bien entendu, je vais parler d'une manière générale des droits de la femme dans les pays musulmans. Alors, certains vont me dire, oui, mais enfin, bon, les pays musulmans ne sont pas l'Afghanistan, puisqu'en cas d'espèce, j'ai mis, je dirais, une image, je dirais, pour traiter du sujet, une image radicalement, je dirais, choc. Alors pourquoi je parle de l'Afghanistan? Pourquoi je mets l'Afghanistan en avant, bien que ce ne soit pas un pays arabe, mais un pays, je dirais, perse, entre guillemets, puisque la langue est perse, avec différentes composantes, pachtoun, tadjik, ouzbek, hazara, pour ne parler que, effectivement, des ethnies les plus importantes, mais société musulmane tout de même. Alors je prends le cas d'espèce l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, dans les années 70, était le pays le plus développé et le plus construit de la région. C'est pour illustrer justement mon audio. Alors j'arrive dans le vif du sujet, bien entendu. Alors, je dirais que les droits des femmes constituent un enjeu politique et identitaire important dans le monde arabe et le monde musulman. Alors depuis l'émergence effectivement des États arabes et non arabes, mais musulmans indépendants, toute modernisation de la société, je dirais, passe par les droits des femmes. Toute remise en cause de la modernité commence par ces droits et se réalise à leur détriment. Et c'est en cela, à mon sens, je pense, facteur déterminant, qui fait la différence entre une société qui se développe et une société qui stagne, et comme disait Mahon, une société qui, à long terme, régresse, puisque les autres avancent. Alors en dépit, je dirais, de l'élaboration des textes juridiques qui protègent les femmes, leur reconnaissent, je dirais, des droits importants, leur statut demeure plus que fragile. Les discriminations qui persistent à leur encontre au nom des traditions, des us et des coutumes, bien entendu empreints de sacralité et de religiosité, sont consacrées dans, je dirais, la loi interne au pays considéré. Effectivement, nous avons dans ce cas d'espèce, dans la pratique sociale et dans les réserves émises lors des ratifications, nous pouvons le constater, de conventions internationales et principalement la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et on peut constater effectivement que l'attitude des États sont souvent, je dirais, paradoxales, je dirais même ambivalentes. Alors, comment pouvons-nous appréhender finalement cette, cette manière de faire évoluer mon à-propos? Alors, premièrement, nous pouvons, je dirais, considérer que le discours officiel exprime à la fois une politique d'émancipation des femmes, de promotion de leurs droits et maintien de l'ordre patriarcal ancestral en s'appuyant sur des règles d'origine religieuse, ou parfois somme toute religieuses, qui continuent à régir la famille et la société. Dans certains pays, il y a le code de la famille qui, malheureusement, continue à considérer la femme comme, je dirais, une enfant à vie. Alors, notre propos s'attelle à réfléchir sur l'attitude qui veut s'inscrire dans l'universalité des droits humains en général, tout en privilégiant bien entendu les spécificités culturelles. En effet, il faut être honnête et ne pas se voiler la face, l'écrasante majorité des États arabes
et y compris les États musulmans non arabes, ont ratifié, peut-être sans hystérie, sans volontariat, parfois dans certaines obligations de se mettre aux normes, des conventions. Mais la plupart l'ont fait, je dirais, sans refondre des législations discriminatoires et sans adopter des lois égalitaires, tout en formulant bien entendu des réserves essentiellement à l'encontre des droits des femmes et de la famille. Et surtout vis-à-vis des enfants, on a des règles par exemple, de certains systèmes s'inspirant de la charia islamique ou directement de la charia. Alors soyons honnêtes, le plus souvent les reconnaissances sont dans le domaine du droit international, tout en faisant différemment dans le droit, je dirais, national. On peut dire effectivement que ces réserves constituent une atteinte à l'unité des droits humains et à leur universalité, ainsi qu'une violation de l'égalité entre les sexes, objectif qui, à mon sens, est à atteindre dans, je dirais, les fameuses conventions susnommées. Alors si on parle par exemple des mouvements féministes qui sont apparus, me semble-t-il, dans les années 80, ont appelé, je dirais, les États à lever les réserves à la connaissance entière des droits des femmes dans les espaces publics et privés, sans exception bien entendu, car je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire preuve de fermeté, de courage. Plusieurs campagnes nationales, régionales, voire même internationales ont été organisées et ont été amenées, je dirais, ont amené certains pays ou certains États à lever quelques réserves, notamment celles qui touchent à l'octroi de la nationalité des femmes, à leurs enfants. Bon, ne grisons pas trop le tableau, ne le noircissons pas. Cependant, beaucoup d'efforts, je dirais, restent à faire, hein. Il faut être honnête, pour la levée de toutes les réserves et la consécration de l'universalité des droits des femmes et de la démocratie, je dirais, d'égalité au sein même de la famille. Comment faire en sorte que finalement, ce qui est établi et reconnu au niveau international, et le plus souvent signé par ces mêmes pays, et qui, finalement, au sein de l'institution, les lois restent toujours, je dirais, paradoxales, c'est-à-dire en contradiction avec ce qui a été signé à l'extérieur. Maintenant, il y a des éléments qui sont, je dirais, des fondamentaux, car effectivement, le monde musulman, d'une manière générale, connaît actuellement des mutations extraordinaires. Alors, comment pouvons-nous traduire, et comment se traduisent encore par la contestation des régimes politiques établis, et l'ordre, je dirais même, normatif dominant, ces mouvements demandent pour certains la réforme du régime. C'est le cas par exemple en Jordanie ou en Algérie, dans le code de la famille. Mais beaucoup exigent purement et simplement le départ, parfois de dirigeants en place. Alors, je parle de la volonté de la population dans ces institutions et dans, je dirais, la reconnaissance de ces frontières à vouloir faire, je dirais, bouger un petit peu, réformer les mentalités. Je ne parle pas des coups d'État ou de la révolution, je dirais des fameuses révolutions arabes ou des révolutions oranges, ça c'est encore un autre problème. Je parle de la réalité au quotidien, de l'associatif et de ces femmes voulant purement et simplement, je dirais, faire changer les mentalités. Alors bien entendu, la plupart des régimes vivent un bouleversement qui n'est pas né d'une mondialisation occidentale, comme voudraient le prétendre certains, pour justement justifier l'injustifiable, mais d'une évolution profonde des sociétés en question. Évolution profonde des sociétés qui finalement, fatalement,
conduit un changement, nombre de ces pays, à l'abolition d'un certain autoritarisme phallocratique, mais à une certaine forme d'installation d'une démocratie plus juste. Car n'oublions pas que malheureusement, peut y avoir une démocratie, mais restant, je dirais, une démocratie masculine, en ayant écarté encore une fois la femme. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas si simples que ça. Alors, même si aujourd'hui on peut considérer qu'il y a une effervescence par la mondialisation, les influences à tous azimuts, par les autoroutes de l'information, par le biais des hautes technologies, aussi des réformes sociales qui se déroulent aujourd'hui, même avec beaucoup de sacrifices, reconnaissons-le. Euh, Nous avons encore, dans ce cas d'espèce, des assassinats, des arrestations, ou même des interdits féroces, car le camp d'en face se radicalise. Comme par exemple l'Arabie Saoudite, où on montre la charia, et surtout de ces relations privilégiées que peut avoir ce pays avec l'Occident. Ma foi, je le déplore, nos responsables ferment les yeux en fonction des marchés obtenus. Ben, finalement, au fond, le peuple ou une partie de l'intelligentsia, donc ceux qui constituent un peu le savoir intellectuel, sont désarmés idéologiquement, politiquement, et sans, je dirais, direction, sans référence à quelconque mouvement politique, et finalement sortis de son silence, et finalement, on le constate aujourd'hui, une bonne partie des gens non, qui ont, je dirais, un quelconque savoir, n'entendent plus se taire face, je dirais, à l'utilisation de ces pouvoirs en place, d'une certaine forme d'islamisme afin de contenter une bonne partie de la population. Souvenez-vous, à l'époque du Front Salut Islamique, en Algérie, une bonne partie des motifs invoqués par ces prélats étaient l'interdiction de la femme de travailler. Bien entendu, faisant la part belle à ceux qui avaient des problèmes, je dirais, de considération vis-à-vis de la junte féminine. Alors, bien entendu, certains pourraient dire, il ne fait que énumérer les problèmes, tous ces facteurs qui sont liés à une réalité, mais il n'apporte absolument pas de solution. Alors cette solution, peut-être, je dirais, pour qu'elle se fasse entendre, dans une dynamique de rupture avec l'ordre ancien, obsolète, et qui finalement, au fond, on le sait pertinemment, n'a absolument rien apporté. Je prends par exemple l'image que j'ai pu mettre, ce qui a été au départ était souvent plus évolué, tenant des perspectives d'espoir, et ce qui a été après les années 80 ont montré une régression absolument totale. Alors, il faudrait revoir, je dirais, remettre en cause tout l'arsenal juridique en vigueur, notamment la Constitution, les législations diverses relatives aux droits humains et aux libertés publiques. En somme, je dirais même que toutes les législations scélérates qui avaient conféré une égalité à ces prélats, parfois des pouvoirs qui se disaient laïques, mais autoritaires, utilisant une certaine forme d'islamité dans les responsables populaires pour avoir la tranquillité et la part belle, qui eux bien entendu se gardaient bien d'appliquer ce que les peuples devaient subir. Et il est important que je dirais que de telles législations soient réformées
est substituée à d'autres projets par des experts, des penseurs et des intellectuels. Je renvoie par exemple à des gens comme Adonis, qui ont proposé pas mal de projets pour l'évolution de la société arabo-musulmane. Et il est important que des législations qui garantissent pour demain une certaine légalité, une certaine je dirais, liberté d'association, de partis politiques, et bien entendu de manifestation publique, de la liberté de la presse ou de la liberté même syndicale. Et ces réformes doivent viser à revoir de fond en comble les textes juridiques afin qu'ils fondent désormais, je dirais, une démocratie, peut-être maladroite, mais en tout cas qui serait sur la route positive de l'évolution. Bien entendu, la création de commissions sont importantes aussi pour faire un état des lieux, pour que les principaux acteurs puissent statuer sur ces réformes et savoir quels sont les domaines qui sont à réformer. Et bien entendu, dans ces réformes, il est important de considérer aujourd'hui la femme comme l'égale de l'homme dans la société moderne. Et c'est en cela que nous devons, c'est mon fond de pensée, garantir sur les droits des femmes et de l'instauration, je dirais, d'une démocratie égalitaire et de la citoyenneté effective des hommes et des femmes. Alors, cependant, il faudrait aussi constater que il reste encore, même chez certains, de multiples contrastes dans le discours et dans les éléments à mettre en place. Constatons qu'effectivement, je prends par exemple le cas d'espèce de la Tunisie, qui était très évolué dans le droit des femmes, mais beaucoup était à faire encore dans le développement, je dirais, d'une société civile et démocratique. Et quand cette société s'est effondrée et que les frères musulmans ont pris le pouvoir, ce qui avait été positif dans, je dirais, dans le pouvoir précédent a complètement disparu, faisant inexorablement un bond en arrière de plusieurs siècles. Alors, il faudrait préciser que si certains appellent à plus de démocratie, à la laïcité, à la citoyenneté et à l'égalité, d'autres prônent un régime politique basé sur la charia et le califat. C'est un fait. Les Saoudiens, depuis les années 80, cela est reconnu par le prince Salman, ont tout fait financièrement pour injecter le venin, je n'ai pas d'autre mot, le venin de l'islamisme dans beaucoup de pays qui avaient des attentes, je dirais, démocratiques, de société civile. Alors il faut savoir que la charia et le califat sont des institutions politiques religieuses remettant en cause les principes de la République, dont la liberté de culte, le droit à la différence, le pluralisme politique bien entendu, des élections démocratiques et l'alternance au pouvoir. Certains font l'éloge d'un pouvoir, je dirais, inexistant, d'un pouvoir idyllique, d'un pouvoir romancé, d'un pouvoir espéré comme étant positif. Mais la charia et le califat sont des régimes ou des pouvoirs, entre guillemets, si on peut appeler ça ainsi, des pouvoirs mort-nés, car ils ne sont pas réalistes aux affaires du monde dans lequel nous vivons. J'en veux pour preuve que les sociétés qui s'émancipent sont des sociétés qui se développent. Et les sociétés qui, sur les premiers outils,
chariatiques, excusez-moi de ce néologisme, qui devraient mener au califat sont des sociétés qui régressent. Je prends le cas d'espèce de l'Afghanistan. N'oublions pas que, je suis désolé, il y a eu un essai de califat. Certains l'appellent ISI, d'autres l'appellent Daesh, d'autres l'appellent l'État islamique de l'Irak et du Levant. Donc cet essai a été catastrophique. D'autres essais ont été faits en Algérie, par exemple, où ce n'était pas très clair entre Abbassi Madani et Ali Belhaj, qui, un voulait un califat, l'autre une république islamique. Bon, déjà, il y avait des conflits au sein même de l'appareil. Donc, nous avons aussi, cas d'espèce, le califat ou l'émirat des talibans, représenté par le Mollah Omar, qui a été également une catastrophe. Donc il y a un moment donné, il va falloir peut-être arrêter de vivre dans les chimères et de revenir à la réalité. Ce sont des régimes qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont plus lieu d'être. S'ils ont existé, que certains l'ont prôné, et encore je mettrai un bémol car il faut savoir dans quelle mesure ces régimes se sont mis en place et ensuite quels ont été les dégâts du moment. Car il est très facile de refaire l'histoire et de lui donner une doxa angélique. Or, si on prend les textes historiques, ou on prend les encyclopédies Britannica, ou même je vous invite à prendre At-Tabari sur ses chroniques, El Tahrib, ou même Bukhari el Muslim, vous verrez que le califat n'était pas des régimes divins et idylliques. Bon, ça c'est une autre question. Maintenant, je crois fermement que les principes de la République, dont la liberté de culte et le droit des différences, le pluralisme politique, les élections démocratiques et l'alternance au pouvoir, sont des éléments qui sont le fruit d'une évolution de l'individu et qui, je dirais, doit opter une amélioration dans ce sens. N'oublions pas que nous avons d'autres, enfin, qui tentent de concilier ces deux positions en faisant prévaloir à la fois l'universalité des droits humains et l'identité arabo-musulmane. La chose n'est pas très claire puisque certains, comme les frères musulmans par exemple, le revendiquent. Et quand on sait qu'à un moment donné, tirer une politique d'une religion fait de l'ombre à la politique civile. C'est une évidence. Il ne peut pas y avoir, je dirais, dans ce cas d'espèce, de coq dans la même basse-cour. L'un fatalement triomphera sur l'autre. À mon sens, seule la République démocratique peut garantir les droits de tout à chacun et faire en sorte que, au nom de la citoyenneté, les individus se sentent unis dans une communauté de destin, dans l'universel. Et donc cette pluralité de discours est certainement enrichissante, n'ayons pas peur de le dire, car chacun finalement a une vision un petit peu, je dirais, préférentielle de ce qui est établi comme concept, à petite dose ou à grande dose, ce qu'il va mettre dans ses traditions, même dans sa religion, dans un système de ce qu'il peut comprendre. Et pour cela, seule la démocratie peut garantir une certaine forme de dialogue entre les différentes tendances politiques, et si effectivement les conditions sont requises d'un débat franc et objectif, cela peut être garanti que par effectivement la démocratie. Ce dialogue doit être réuni sous des instances neutres. Mais attention, ce dialogue peut finir en joute verbale, il peut se juxtaposer, il peut y avoir même un risque de provoquer, je dirais, un retournement de situation si les courants réactionnaires, dont par exemple je parlais de la Tunisie, le mouvement islamiste Nahda, prennent de l'ampleur, parce qu'il est le mouvement le plus organisé. Donc on retombe encore une fois dans le contraire de ce qu'on a voulu faire. Alors, n'oublions pas que
ces partis ont compris comment fonctionnaient, quelles étaient les failles des démocraties, quelles étaient leurs faiblesses. Aujourd'hui, dans ce paysage politique, je dirais que compte tenu des expériences d'autres pays musulmans, il y a, nous avons constaté que les femmes constituent l'une des cibles les plus importantes. Des bouleversements, malheureusement, ou je dirais même des régressions, sont à constater. L'histoire récente, par exemple, de la Tunisie, mais aussi celle d'autres pays, comme par exemple l'Algérie, montre que toute évolution des sociétés arabes commence par le droit des femmes. La modernisation touche d'abord leur statut dans la famille en tant que symbole du traditionnalisme et du patriarcat. Et c'est un fait réel. Je considère que, effectivement, les nouvelles autorités doivent s'intéresser à la famille en tant que noyau social essentiel pour la modernité. Car pas de modernisation de la société sans le statut reconnu de la femme. Je dirais même que le code du statut personnel étant le premier texte juridique qui doit voir le jour pour organiser le droit des femmes dans la famille, ce qui avait été établi, je voudrais le préciser, dans les premières indépendances, l'Afghanistan compris. En revanche, je voudrais dire également que toute régression sociale passe par la remise en cause du statut de la femme, l'adoption de politiques et de lois rétrogrades, inspirées d'un passé révolu, et qui, fatalement, inexorablement, amènent à des positions discriminatoires qui pèsent sur elles, et dont, bien entendu, elles sont les premières victimes, sinon les principales destinataires. Cette situation, malheureusement, s'applique à la plupart des pays musulmans et appelle une action vigilante, militante pour le maintien des acquis des femmes, surtout pour la promotion de leur statut sur la base de l'égalité, la reconnaissance de leurs droits effectifs, en hommage au rôle qu'elles jouent dans le développement et pour des pays, je dirais, du monde arabe. Et surtout quand on songe que beaucoup ont participé à l'émancipation de ces pays, voire même, pour certains, dans des révolutions. Je prends par exemple le cas d'espèce, Boumedienne l'avait bien compris, par exemple en Algérie, il avait fait de l'émancipation de la femme et de son entrée dans les académies militaires, je dirais, un motif d'évolution et je dirais un moyen d'émancipation du pays. Bon. Et après, on sait ce qui s'est passé. Alors, comment agir pour protéger, je dirais, à la fois une évolution, une modernisation, en protégeant les femmes, je dirais, des réactionnaires, des néoconservateurs religieux, voire même des contre-révolutionnaires, entre guillemets. Je pense, à mon sens, ça n'engage que moi, une charte des droits et des libertés apparaît, je dirais, comme l'un des premiers textes à adopter avant même l'organisation des élections et l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Et je dirais même que l'objet de cette charte est d'arrêter les principes et les valeurs que les membres de la nouvelle constituante devraient respecter dans l'élaboration de la nouvelle constitution. Ce serait une déclaration des principes des droits inaliénables. Bien entendu, il est important d'accorder au principe de la non-discrimination entre les sexes une valeur constitutionnelle au même titre que le principe d'égalité entre les citoyens, jusqu'à là consacré dans certains articles qui peuvent être définis. Articles, bien entendu, de la Constitution. Ceci obligerait
inexorablement, inexpugnablement les autorités à réviser les dispositions discriminatoires légales qui ont, du fait de la suprématie de la Constitution, une valeur juridique qui, je dirais, lui est inférieure afin de garantir leur conformité, voire leur compatibilité avec la Constitution. Et il en irait, je dirais ainsi, de certaines dispositions du Code et de statut personnel qui devraient être révisés en raison de leur caractère discriminatoire, non dévolutif et ne permettant pas, par voie de conséquence, à la société d'évoluer et de se moderniser. Et bref, d'avancer. Et je prends par exemple les dispositions sur le demi-témoignage de la femme, sur la considération de la dot, sur sa position d'éternel enfant, sont des éléments qu'il faut aujourd'hui considérer comme obsolètes. Et cela doit être une des conditions, par exemple, de la validité du mariage. Par exemple, sur l'autorité parentale, toujours entre les mains du père, qui reste le chef de famille, sous tutelle des enfants, et qui n'est pas confié automatiquement à la mère, et ne peut lui être confié qu'en cas de défaillance du père, ou encore, quand je parle de défaillance, généralement, les tribunaux sont encore gérés par les hommes, c'est en cas d'espèce l'Afghanistan, le Yémen, et beaucoup de pays, même arabes, sont encore très en retard là-dessus. Je ne parle pas de la succession toujours fondée sur l'inégalité successorale, ça c'est une évidence. Alors il est important d'accompagner ce principe de mesures et de dispositions visant à, je dirais, à protéger les structures administratives indépendantes, telles que par exemple le médiateur administratif pour les droits des femmes, et garantissant l'égalité entre les sexes, qui veillerait au respect du principe de la non-discrimination et interdirait toute discrimination à l'égard des femmes. Bon, il faut, une fois pour toutes, dès l'école, enseigner aux jeunes enfants, effectivement, cette pluralité à l'égard des petites filles qui sont des futures femmes. Également, enseigner le droit des femmes dans leur universalité, dans leur indépendance ou interdépendance et de leur indivisibilité en tant que partie intégrante des droits humains. Il s'agirait de leur accorder même la valeur constitutionnelle, je dirais que précisément tous les droits humains, et fonder des droits des femmes sur la dignité humaine est l'un des mots d'ordre, je dirais, des révolutions, souvenez-vous. Et refuser tout recours aux spécificités culturelles, ce qui est une honte, et finalement ce que beaucoup n'osent pas dire, mais qui ont été des éléments régressifs. Car, n'ayons pas peur de le dire, toutes ces spécificités culturelles ou religieuses ont été là pour restreindre les droits des femmes, de les enfermer ou de discriminer entre les droits au sein de l'espace privé et les droits exercés dans les espaces publics, ou encore pour servir d'alibi aux réserves formulées lors de la ratification de la Convention internationale relative à l'élimination, bien entendu, de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Bon. Donc vous voyez que les choses ne sont pas si simples que ça. Il est important, je dirais, d'établir d'une manière pédagogique, déjà dans les institutions et également dans l'enseignement, pour que les jeunes générations puissent effectivement considérer, surtout quand il est question de la gente féminine, les femmes, et ce qu'est l'espèce, des partenaires dans la société démocratique avant de devenir. Alors, il y a un domaine de prédilection qui est important des discriminations, qui reste celui de la famille, puisque dans un certain pays, il n'existe pas encore, dans certains pays, je dirais, il n'existe pas encore de code régissant le droit des femmes au sein de celle-ci. Ce sont alors des règles d'origine religieuse qui s'appliquent comme en Arabie Saoudite, par exemple.
Bon, ce pays est un peu masqué parce que bon, effectivement, les femmes sont dans des prisons dorées, donc elles se contentent de dépenser ou de consommer. La chose est tout à fait autre quand il est question de pays pauvres, où la femme ressent de plein fouet non seulement la pauvreté, mais sa condition. Alors quand on constate également que dans les pays où les courants islamistes s'opposent à l'adoption d'un code de la famille en demandant des garanties constitutionnelles, c'est le cas par exemple au Bahreïn, nous avons, je vous invite à étudier ce mouvement, le mouvement chiite par exemple le plus important du pays, puisque les chiites sont majoritaires à Bahreïn, où la famille régnante est sunnite, et bloque absolument l'adoption d'un code de famille pour ne pas subir, je dirais, la législation inspirée du sunnisme. Dans tous les pays arabes, des législations régissent la famille et reposent sur le droit musulman et ses interprétations, et c'est là, en ce cas d'espèce, qu'il est extrêmement dangereux. Car souvent, ce sont des interprétations euh, humaines, mais qui, malheureusement, sont dominantes. Faut oublier que la famille, actuellement, n'est alors que le prolongement de la famille traditionnelle et qui, par essence, une famille patriarcale, un lieu, je dirais même, d'exercice du pouvoir personnalisé, du pater familias, mais surtout d'une cellule, je dirais, forte de protection. Et cette famille a été fondée sur les privilèges, malheureusement, je le constate, les privilèges de masculinité des hommes et la dépendance familiale des femmes et leur soumission au mâle. Donc, alors, ne noircissons pas non plus le tableau, car nous voyons une amorce dans les grandes capitales, une évolution, car la femme est de plus en plus présente dans les universités, dans des métiers, je dirais, de pointe, ou d'expertise. Certes, la famille a connu une certaine évolution, hein, du fait de l'apparition, de la révision des codes de famille dans certains pays, notamment ceux du Maghreb, hein, il faut être honnête, que ce soit le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie. On peut constater qu'effectivement, il y a eu des évolutions dans la réalité, puisque à un moment donné, la réalité interroge ou même impose ces vieux codes obsolètes et dont nous en arrivons à une position où l'hypocrisie est devenue, je dirais, une forme de pratique. Voilà, je voulais faire une petite, je dirais, une petite audio sur une réflexion de l'importance des femmes dans la société. Mais à mon sens, c'est fondamental pour qu'une société puisse se développer, une société puisse avoir un certain confort, bref, devenir un peu un pays de cocagne, un pays où il fait bon vivre. La femme doit être épanouie et considérée effectivement comme, je dirais, l'égal de l'homme. Alors, je n'invite pas les gens à suivre ce que je crois, mais je pense que, à la lumière des sociétés occidentales développées, et je le constate aujourd'hui, puisque tout le monde veut venir en Europe, particulièrement en Europe du Nord, cela prend acte et je prends note, effectivement, que il y a des choses qui ont fonctionné dans nos pays de l'Europe et que beaucoup de monde, quel qu'il soit, nous avons même en cas d'espèce des islamistes qui viennent ici. Bon, enfin bon, ça c'est pour la petite histoire. Et ce qui veut dire que dans sa démarche, reconnaissance à l'égard des petites filles et de leurs droits, et des femmes en devenir, et mères quand elles le décident, quand elles ont leur libre arbitre et leur choix, ben, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Europe reste encore aujourd'hui, néanmoins, le pays où certaines évolutions factuelles sont réelles et sérieuses. Voilà, bon,
pouvais pas aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique. Bonsoir à tous.